Quand j'étais en école de commerce, ou même avant l'école de commerce, genre au lycée, j'adorais bien m'habiller, j'avais genre des belles tenues, limite j'avais la cravate et tout quand j'arrivais à l'école. Et j'avais même des cartes de visite à l'époque. Genre, ça montre à quel point j'avais la volonté, genre, de tout péter dans ma carrière. Quand j'étais en école de commerce, j'avais la rage et la faim de monter haut très vite. Je voulais vraiment devenir, genre, je sais pas moi, PDG ou j'en sais rien. Je rêvais de voyager pour mon travail, je rêvais d'aller travailler aux États-Unis. D'ailleurs, à la fin de mes études, j'ai travaillé pour Disney. Et à la fin de l'alternance, j'ai envoyé un mail à la personne la plus haut placée chez les RH de Disney Monde pour lui dire, j'existe et genre, est-ce que tu peux m'emmener aux États-Unis? Je me rappelle, je m'étais fait remballer parce que chez Disney, c'est pas le genre de truc qu'on fait d'envoyer un mail à la personne la plus haut placée sans prévenir ta direction. Et ma direction était ultra furax contre moi que le petit alternant il fasse ce genre de choses. Et je m'étais fait remballer par tout le monde et la meuf m'avait jamais répondu. Donc vraiment, j'avais faim, mais je faisais n'importe quoi pour arriver à mon objectif. Et donc j'étais comme ça il y a 10 ans. Là aujourd'hui j'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans à la fin de l'année. Et aujourd'hui je suis complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai complètement changé et je me suis rendu compte que le job que je voulais, le rêve que j'avais, c'est devenu une cage complètement dorée. Et surtout, je m'attendais pas à réussir autant ce que je voulais aussi vite. Donc je vais revenir sur ma carrière qui a été courte, enfin qui est courte, mais rapide, ce que j'ai atteint et pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression d'être complètement piégé. J'ai l'impression d'être dans une cage dorée et comment j'ai complètement changé entre le mois d'il y a 10 ans et le mois d'aujourd'hui, à tel point que je pense que si nous deux personnes parlaient aujourd'hui, on se reconnaîtrait pas l'un et l'autre. Genre vraiment, on serait pas dans le même monde. Même politiquement, on serait pas dans le même monde. Mais d'abord, je bois un petit coup de lait. Oh, et j'ai toujours rêvé de... Parce que là, j'ai 150 abonnés, mais moi, j'adore faire des vidéos YouTube, et j'ai toujours aimé faire des vidéos, et dans des vidéos, il y a toujours un moment où c'est sponsorisé. Et donc là, aujourd'hui, personne m'a payé, peut-être qu'un jour, les gens, ils me payeront, mais j'ai quand même envie de faire la pub de Bjorg. Alors, je suis à Montréal, pour ceux qui commencent à me connaître, donc il n'y a pas normalement Bjorg, il y a pas ça. Mais il y a une petite supérette qui vend des produits français, et il y a le Bjorg épeautre noisette. Et j'adore le lait de noisette. Alors normalement, je prends le Bjorg noisette, juste. Mais épeautre noisette, c'est aussi super bon. Et donc, bah, j'en bois. J'en bois en même temps que je vous parle, j'en bois tout le temps. Par contre, c'est super sucré. Je crois qu'en France, c'est 3 euros la bouteille. Ici, c'est 7-8 dollars. Donc cher, quoi. Ça fait 5 euros la bouteille. Mais c'est excellent. Juste, c'est un peu sucré. Je pense que je bois moins de sucre qu'avant. Ouais, tu vois, pour 100 millilitres, il y a 7 grammes de sucre. Bon, c'est pas pire, mais quand même, c'est un peu sucré. Donc ça, c'est le seul truc un peu dérangeant. Et je m'évade complètement du sujet de base, hein. Je suis parti. Donc pour revenir à ma carrière. Donc moi, j'ai fait un bac scientifique. Après mon bac scientifique, je suis en école hôtelière. Parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment faim, moi, de travailler et genre de pulvériser la hiérarchie de n'importe quelle entreprise nord-américaine. Donc je me suis dit, il faut que je travaille le plus vite possible en même temps que je fais mes diplômes. Et l'hôtellerie, je suis dans une école hôtelière qui s'appelle Vatel et qui permet de faire les deux. Tu peux aller à l'école une semaine en cours, jusqu'au master, et la semaine d'après, tu es dans un hôtel et tu bosses. Donc tu pouvais bosser super vite, super rapidement, et tu passais plus de temps à travailler finalement qu'à aller à l'école, parce qu'en plus de ça, tu avais un stage. J'ai eu un stage de 4 mois où je suis parti à Méribel au ski, et en plus là-bas, j'ai travaillé pour l'ancien président du Paris Saint-Germain, qui est devenu le PDG du groupe Accor. Donc, je me suis dit, putain, la folie quoi, genre dans mon monde carriériste, de gars qui a 18 ans, je me suis dit, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'il me faut. Au bout d'un an, je me suis dit, l'hôtellerie, en fait, c'est pas fait pour moi, j'en pouvais plus. J'ai déprimé complet à Méribel parce que je travaillais H24. Genre, il n'y avait pas de loi du travail là-bas. Et donc, je suis parti en école de commerce parce que l'école de commerce, elle pouvait me faire partir aux États-Unis en échange universitaire. Et n'oubliez pas, j'avais vraiment l'objectif de vivre le American Dream, tu vois. Donc, j'ai fait mon échange universitaire aux États-Unis. Là-bas, il s'est passé une grosse merde. Je ferai peut-être une vidéo uniquement sur ça. C'est là où j'ai commencé quand même à réfléchir à cette idée de carrière, parce que j'ai perdu quelqu'un dans ma famille, et cette personne est décédée très jeune, et elle était en dépression à cause du travail à la fin de sa vie. Donc j'en parlerai peut-être plus tard, le jour où je me sentirai à l'aise d'en parler.
Mais là, j'ai commencé à me questionner sur la carrière, le besoin autant réussir dans le monde du travail. Mais quand même, après, je suis rentré en France, j'ai fait mon master en alternance, et c'est là que j'explique que j'ai travaillé pour Disney, que j'ai fait mes conneries. Et je suis parti vivre au Canada. Au Canada, j'ai rejoint une entreprise à 20... C'était à 7 ans, j'ai 30... À 23 ans, j'ai rejoint une entreprise dans la tech américaine, une des plus grosses entreprises américaines que tout le monde connaît, que tout le monde utilise pour se faire livrer de la bouffe. Donc genre vraiment très connu. Et là-bas, j'ai commencé au plus bas. Je faisais 50 appels par jour pour vendre des promotions. Genre un acheter un offert, dépenser 15 $ sur l'application et vous avez 3 $ de rabais. Ce genre de truc. Et là, j'ai fait une vidéo où j'explique d'ailleurs toutes mes promotions. Genre j'ai eu 7 promotions en 7 ans. Ça allait super vite. J'ai eu des promotions, des promotions, des promotions. Je me suis retrouvé promu de ouf. Et jusqu'à ma dernière promotion où j'ai géré une quinzaine de personnes, un portefeuille de 1,6 milliard et je voyageais tout le temps. Genre, je suis allé à Salt Lake City, je suis allé à San Francisco, je suis allé à New York. Genre, j'ai travaillé depuis les nouvelles tours jumelles, le World Trade Center. J'ai travaillé, j'allais tout le temps à Toronto dans les bureaux, je voyais toute mon équipe. Bref, j'étais tout le temps en avion, genre la vie de rêve, genre la vie de rêve que je voulais quelques années en arrière. J'ai- j'ai- Genre, c'est fou quoi. Je gagnais aussi beaucoup d'argent. Mon dernier salaire, c'était quand même 280 000 $ l'année. Ça, c'était le salaire que j'ai là, que j'ai eu suite à ma dernière augmentation. Donc, c'était tout ce que je voulais. Beaucoup d'argent, la richesse. Enfin, la richesse. Tout est mesuré, je ne suis pas non plus multimillionnaire. Et les voyages, on m'appelait boss, truc de fou quoi. Et pourtant, ce que j'ai remarqué, c'est que peu à peu, j'ai commencé à être de plus en plus dégoûté de la vie professionnelle, dégoûté de ma carrière, et aussi ce que j'ai principalement remarqué en observant les gens autour de moi qui aussi avaient des carrières de ouf, c'est que t'as, t'as- tu penses que tu as réglé le problème, donc tu as l'argent, tu as la reconnaissance, tu as le titre, mais en fait tu es complètement piégé. Attends, je relis ce que j'ai marqué. Ouais, tu as investi des années, tu as investi du stress, tu as investi ton énergie. Moi, au bout d'un moment, ça m'obsédait le travail, c'est-à-dire que j'y pensais tout le temps, je voulais vraiment plaire à ma direction, donc je faisais tout ce qui était nécessaire. Et au début, j'étais content d'avoir les salaires, d'avoir les promotions et d'avoir les récompenses. Mais peu à peu, tout ça a perdu complètement son goût. Et j'étais même plus intéressé de savoir si j'avais une promotion, à tel point qu'à la fin, mes salaires, j'en avais plus rien à faire. Il y a un moment, ça m'excitait même plus d'être promu, à tel point que j'ai failli encore être promu là juste avant de partir en arrêt de travail. Et j'étais méga stressé à l'idée d'être promu. Genre, je voulais pas être promu. Parce que je savais qu'être promu, c'est rajouter de la pression, c'était rajouter du travail, rajouter du stress. Et encore pire, quand tu as atteint ce niveau-là, et encore, il y a des gens, ils vont encore plus haut. Quand tu as atteint, en tout cas, un petit sommet, ce qui devient de plus en plus effrayant, et ton plus gros stress, c'est de faire demi-tour. Ton plus gros stress, c'est de perdre tout le statut que tu as accumulé. Ton plus gros stress, c'est de rester quelqu'un aux yeux des autres, aux yeux de ton entreprise. En tout cas, ce que tu imagines être quelqu'un. Le shoot de dopamine des promotions, il a complètement disparu. Le shoot de dopamine d'augmentation de salaire, lui aussi, il a complètement disparu. À la fin, tu veux juste ne plus perdre ce que tu as gagné. C'est aussi un peu le biais des coûts irrécupérables. C'est quand on te donne, bah, c'est cool, mais quand tu perds ce qu'on t'a donné et que tu reviens à quelques cases en arrière, bah, ça fait très mal. Et à tel point que, ouais, à la fin, euh, si on me disait, tu gagnes 100K de moins, tu perds des titres et tout, je me disais, putain, merde, alors qu'au final, même 100K, 100 000 $ de moins, c'est quand même toujours mieux que ce que j'avais 7 ans plus tôt. C'est quand même pas dégueulasse du tout. Mais perdre ce qu'on m'a donné, perdre ce que j'ai atteint, c'était vraiment difficile. Donc redescendre un peu le sommet, en tout cas le sommet que j'avais visé, devenait très malaisant et très désagréable. Donc c'est un peu ce paradoxe où tu fais tout pour atteindre quelque chose et quand tu l'atteins, tu te dis ah ben merde, en fait c'est ça. En fait, je me suis retrouvé en prison, dans une prison dorée où je perds complètement le sens de pourquoi je suis là. Et ce qui était beaucoup plus agréable, c'était de monter vers le sommet. On dit souvent, ce qui est le mieux souvent, c'est le chemin, pas l'arrivée. Ben, en vrai, c'est exactement ça.
J'ai eu tout ce que je voulais, j'allais voyager et tout, sauf que je voyais que le négatif. Et je voulais surtout pas perdre ce que j'ai gagné. Et c'est là que j'ai compris que je montais plus pour avancer, je montais juste pour perdre, je montais juste pour ne pas perdre ce que j'avais construit. Donc pas cool. Ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant à observer, c'est le coût invisible de ce genre de job. Au début, tu es contributeur individuel, on dit comme ça en anglais, individual contributor. Contributor, très bel accent. J'ai jamais pris un bon accent en anglais, j'ai toujours travaillé en anglais, mais j'ai jamais pris un bon accent, c'est terrible. Je parle comme une vache espagnole, mais bon, ça a marché, hein. Et voilà, donc le coût invisible, c'est que au début, tu es un contributeur individuel, et donc tu produis des choses, tu fais des trucs. Tu as quand même du contrôle sur ton agenda, tu as du contrôle sur les tâches que tu accomplis, et tu as des objectifs clairs, en tout cas, dans mon entreprise, c'était assez clair, et tu devais travailler seul pour atteindre ces objectifs. Quand tu deviens manager de beaucoup de gens, ton agenda, déjà, il ne t'appartient plus. Il appartient aux gens de ton équipe, aux gens au-dessus de toi et aux gens autour de toi. Donc, tu as des meetings tout le temps, bookés tout le temps, par tout le monde. Surtout quand tu es middle manager, comme moi, où tu as genre la boss au-dessus qui te fait la stratégie, toi qui exécutes, mais qui fait un peu aussi la stratégie, et des gens en dessous qui font ce que, bah, qui sont censés, eux, exécuter complètement. Donc, quand t'es cette sorte d'interface pour tout le monde, où tu as la stratégie, la pression, l'exécution, tu te prends tout dans la gueule, et tu n'as plus aucun contrôle sur ton temps, sur tes tâches, et tu n'es plus défini par ce que tu fais, mais par ce que tu représentes. Tu représentes l'entreprise. Donc quand la direction te demande de faire quelque chose, tu le fais. Parce que bah, tu es un leader de l'entreprise. Donc tu perds un peu de... Bon, déjà que je ne crois pas trop au libre arbitre, tu perds complètement du libre arbitre. Tu perds... c'est difficile d'être critique envers l'entreprise, c'est difficile d'avoir de l'esprit critique globalement. Parce qu'en plus, tu fais des trainings, des formations pour apprendre le langage de l'entreprise, pour parler en tant que leader. Tu peux pas te plaindre, parce que tu veux pas non plus donner une mauvaise image de l'entreprise ou une mauvaise image de ton leadership. Tu veux pas déprimer les gens. Donc tu deviens quelqu'un d'autre. Tu joues un rôle. Alors, on joue tous des rôles, mais alors quand on est manager, on joue un rôle encore plus fort. Et peu à peu, ça devenait désagréable. Je sentais qu'il y avait une différence entre le rôle que je jouais et le rôle que j'avais envie de jouer, mes valeurs. Et surtout, je me disais, mais à tout moment, je me fais lay-off, je me fais virer, je me fais licencier. Et en plus, avec les intelligences artificielles qui arrivent, à tout moment, je me fais sauter comme ça. Donc, à quoi bon devenir une autre personne, perdre tout mon temps pour à tout moment me faire sacrifier du jour au lendemain on virerait un numéro. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant à voir, c'est ce que j'ai appelé le piège de la performance. Donc depuis que tu es petit, tu fais à l'école, ensuite tu travailles, tu performes, tu as des super résultats, on t'a validé, c'est une validation, on t'a récompensé pour ce que tu as fait, et tu le refais encore et encore. Mais pourtant, dans le monde du travail surtout, en tout cas ce que j'ai ressenti, c'est que tu as l'impression que tu as toujours du retard. Et encore une fois, tu fais, t'es récompensé, tu fais, t'es récompensé, mais plus tu le fais, moins les récompenses ont de goût, et plus tu as de travail. En fait, plus t'es meilleur, plus on t'en donne. La récompense à du bon travail, c'est toujours plus de travail. Et ça perd tout son sens. Ça perd son sens de bien travailler parce que de toute façon, il y a toujours des nouveaux objectifs, toujours des nouvelles choses, toujours de nouveaux trucs à faire. Et si t'es bon, t'en rajoutes 3 tonnes. En fait, ceux qui étaient moins bons, à la limite, bon, ils allaient peut-être plus lentement dans la révolution, mais ils évoluaient quand même. Et on leur donnait pas 60 milliards de choses à faire. Et c'est là où moi je me suis retrouvé dans un piège de la performance où je devais en continu prouver ma valeur. Parce que dès que je prouvais ma valeur, que ça marchait, on me récompensait avec plus de travail et où je devais prouver encore plus ma valeur. Et ainsi de suite. Quand on me donnait une promotion, c'était pas pour me récompenser seulement, hein. C'était pour me fidéliser, c'était pour me faire travailler plus, pour me donner plus, pour me dire bon bah tiens, cadeau, maintenant on attend un peu plus de toi au niveau du dessus. Et c'est pour ça que ça me stressait d'être promu à la fin. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'avoir des nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches, et d'absorber la pression de plus en plus de monde, de tes clients, de plus en plus de clients, de plus en plus de gens dans ton équipe, de plus en plus de managers au-dessus de toi, parce que tu parles à plus de monde quand tu commences à être plus haut placé.
et ta santé mentale passe complètement après. Tu es piégé complètement dans la performance, à toujours vouloir performer. Et c'est là que tu remarques que le vrai piège, il est là. C'est pas ton job, le piège, c'est tout ce que le job a rendu possible. C'est toute la structure autour de ton job. C'est toutes les habitudes que tu as créées avec ce job. C'est cette routine de performance. C'est le salaire que tu gagnes qui te permet de te faire plaisir. Toutes ces choses-là deviennent une cage qu'il est très difficile de faire péter complètement. C'est super compliqué, c'est pour ça que j'ai commencé à être très anxieuse, que je remarquais donc un trou entre mes valeurs, un trou béant entre mes valeurs et ce que je faisais. Je remarquais la dissonance cognitive, je remarquais que j'étais plus le moi d'il y a 10 ans qui rêvait de faire tout ça, je suis devenu le moi qui rêve d'avoir une vie tranquille, avec pas trop de stress. Vraiment mon rêve maintenant. Là, mon rêve d'aujourd'hui, c'est plus de prendre l'avion tout le temps pour voyager pour mon travail et être un CEO. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir de la stabilité dans mes émotions, d'être le plus stable possible. D'avoir des moments pas bien, des moments bien, je comprends. Surtout les moments pas bien, ça arrive dans la vie. Bah, les moments bien aussi, mais de plus complètement tomber. De plus avoir tout ça, et malheureusement, la vie professionnelle, souvent, ça va avec le stress, ça va avec pauvre, une pauvre vie émotionnelle, et donc je rêve de complètement autre chose. Donc j'ai fait cet arrêt de travail, pour ceux qui ne me suivent pas, ça fait 7 semaines que je suis en arrêt de travail, pour Burnout, que je fais des vidéos tous les jours depuis, parce que je veux parler de cette expérience, je veux le faire savoir à tout le monde, je veux dire ce que j'ai découvert. Et d'ailleurs, pendant 6 semaines, j'utilisais pas de micro, et j'ai découvert que 3 quarts de mes vidéos, les gens ne pouvaient pas m'entendre. J'ai fait 30 vidéos peut-être, où on pouvait très mal m'entendre. Donc là, j'ai pris un micro, pour qu'on m'entende un peu mieux. Donc j'espère que c'est la première vidéo où le son est génial. Euh, Mais ouais, pour revenir, ouais, aujourd'hui, quand je repense au mois d'il y a 10 ans, j'ai complètement changé. Euh, Ouais, c'est fou de me dire ça, même politiquement avant, j'étais tellement libéral, ouais, l'entreprise, faut pas payer de taxes, faut pas tout ça. Et peu à peu, j'ai viré, certains diront à gauche, en tout cas, je suis devenu plus humaniste, je pense, dans ma vision du monde. Et je rêve plus d'argent, même si, évidemment, j'aimerais bien en avoir beaucoup, et c'est super dur là de pas gagner de salaire depuis 8 semaines, parce que je suis pas payé, j'attends que les assurances me payent, mais elles me paieront pas le salaire que je gagnais avant. Donc j'ai encore du mal avec ça. Mais mes ambitions ont changé. Et je pense qu'un jour, j'aimerais bien parler du bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, c'est le bateau où on enlève tout du bateau. Genre, c'est un bateau qui fait imaginer toute la Méditerranée, et sur le trajet, on enlève un bout de bois, puis un autre, tu sais, on change tout le temps. Et à la fin, le bateau qui arrive à sa destination, il ressemble plus du tout au bateau de départ. Est-ce que c'est toujours le même bateau, ou est-ce que c'est un bateau différent? Bah, c'est un peu la question que je me pose avec moi. J'ai l'impression d'avoir tellement changé. J'ai l'impression que le moi d'il y a 10 ans, je serais en désaccord total avec lui, je le comprendrais même pas dans ce qu'il raconte. Est-ce que c'est toujours moi? Euh, Et si c'est toujours moi, alors je trouve ça fou, parce que c'est toujours moi, hein, mais je sais même pas c'est quoi moi, mais je trouve ça fou qu'on puisse autant changer, qu'on ait cette capacité de passer complètement du jour au lendemain à une autre personne, et ça donne de l'espoir, c'est beau, parce que je me dis peut-être que là je me définis comme quelqu'un de très anxieux, mais que demain je le serai peut-être plus du tout, et peut-être le moi de 40 ans regardera le moi de 30 ans et dira ah, putain, t'étais tellement stressé pour pas grand-chose finalement, la vie elle est cool. La vie elle est cool, et peut-être même que je redeviendrai carriériste. Peut-être que je voudrais devenir, je sais pas moi, président de l'Olympique de Marseille, tiens. Ça c'est un job carriériste qui me fait kiffer. J'adore le foot, je suis un gros bof. Gérer l'Olympique de Marseille. Mais putain, tellement de stress. Ah non, mais trop de stress en fait. Non, peut-être pas en fait. Peut-être pas l'Olympique de Marseille. Un club plus petit. Genre gérer Dunkerque. Non, je vais pas vivre à Dunkerque. Faut que je vive au soleil. Gérer l'équipe de Cannes. Non, j'aime pas Cannes. Je sais pas. Montpellier. Montpellier, j'aime bien. Tiens, gérer l'équipe de Montpellier. Ouais, je serai président de Montpellier peut-être un jour. Ou youtubeur. Gérer une entreprise de youtubeur. Non, je vais être youtubeur seul. Je veux pas être youtubeur avec des gens avec moi. Je veux faire des pubs pour Bjorg et les trucs noisettes. Bon voilà. C'est une vidéo plus longue que d'habitude, hein, j'ai beaucoup parlé. Et je vais pas faire de cut encore une fois, je vais juste laisser comme ça. Et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à m'envoyer des messages. Si vous vivez des expériences similaires, ça fait tellement gosse de riche quand même, cette vidéo. Genre, ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai eu un job de ouf, je voyageais tout le temps, je prenais l'avion et c'est de la merde, j'aime pas du tout ça. Souvent les gens me le disent, mais je me sens vraiment pas bien hein, là-dedans.
C'est vraiment stressant. Faut y être pour le croire. Je crois que c'est Jim Carrey qui avait dit: «Je souhaite à tout le monde d'être riche» pour, comprendre que ce n'est pas le secret. Et encore moi, je suis pas du tout riche, lui, il était vraiment riche et il était ultra malheureux le gars, il était un dépressif complet, Jim Carrey. Pourtant, il avait la vie que beaucoup de gens rêvaient et moi, bah, ouais, j'avais la vie que le moi d'il y a 10 ans rêvait. C'est pas une vie de ouf non plus, mais c venu du niveau dans lequel je venais, heu, situation moyenne, des parents qui avaient pas trop enfin qui avaient assez d'argent mais pas non plus énormément. Un frère et une sœur, on avait un appartement avec 3 chambres, donc je dormais avec mon frère. Bref, j'étais pas non plus méga riche quoi. Et bah, arrivé là où je suis arrivé quand même, c'était le rêve quoi, c'était trop cool. Mais c'est plus ce que je veux, plus du tout ce que je veux. Faut que je me réinvente. Et YouTube, ça fait partie de la réinvention. Peu de gens me regardent, mais j'espère que ça va amener quelque part. Voilà, j'espère que vous écoutez ça en vous lavant les dents, ou en faisant un truc calme. Se laver les dents, c'est pas calme. Tu sais, en mode ASMR un peu. Je sais pas, bref. J'arrête de parler. Je vous dis ciao, bye, et à demain. Tchuss.